On est donc à la 6e journée de Ligue 1 et il aura fallu attendre la 6e journée pour que les digues cèdent par rapport à l'arbitrage dans notre championnat. Et oui, des polémiques dans plusieurs stades ce week-end et l'impression que rien ne change malheureusement dans cette Ligue 1. Alors certes, il y a des erreurs d'arbitrage, mais il y a surtout beaucoup de plaintes et ça nous a donné l'envie de faire ce pourquoi aujourd'hui. Pourquoi la Ligue 1 doit arrêter de pleurer à propos de l'arbitrage. C'est vraiment lassant. Alors hier, c'est notamment lors de Lille-Lyon que les contestations ont été les plus virulentes. Absolument, victoire 1-0 de l'OL lors de ce match, marqué par l'exclusion de Bruno Genesio et par plusieurs situations litigieuses. Résultat, le président Olivier Létang et l'entraîneur du LOSC s'en sont pris à l'arbitre Mathieu Vernis et aux instances en général. Tous les week-ends, quasiment tous les matchs, on a des problèmes avec l'arbitrage. Je ne suis pas là pour me plaindre, encore une fois, c'est tout le monde. J'ai eu Monaco ce matin par rapport au carton rouge qu'ils prennent, à mon avis, injustifié hier. Donc, sur tous les matchs, c'est plus possible. C'est plus possible. Aujourd'hui, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de contradictoire. On a des gens en face de nous qui sont finalement dans leur monde, dans leur bulle, avec des gens dont on ne sait pas ce qu'ils font aussi. Il faut absolument qu'on règle ce problème dans l'intérêt de tous, je le rappelle. J'ai même plus envie d'évoquer quoi que ce soit parce que c'est tellement risible que je vais en rester là parce que sinon je pourrais dire des choses que je regretterai plus tard. Voilà. Mais je parle juste de mon carton jaune, qui est juste gaguesque. Je prends un carton jaune parce que j'ai tapé dans une bouteille suite à une occasion ratée de mon équipe. Là, c'est du haut niveau. J'aimerais que les entraîneurs en soient aussi solidaires que les arbitres le sont. Ce serait bien. Des déclarations assez fortes ou des sous-entendus assez lourds de sens. On a malheureusement l'habitude en Ligue 1. On en parle souvent sur ce plateau d'ailleurs et même dans cette chronique, le pourquoi. Regardez, 3 pourquoi, rien qu'en 2025 à ce sujet. Ça fera 4 avec celui du jour, le 24 février. Pourquoi les arbitres sont ciblés partout en Europe. On en profite pour embrasser Georges Quirino-Chavez. Le 3 mars, pourquoi le foot pro est-il en train de tuer l'arbitrage? C'était juste après que l'entraîneur lyonnais Paulo Fonseca a collé son visage à celui de Benoît Millot. Et puis pourquoi le VAR divise toujours autant? C'était le 22 avril. Mais rien n'y fait, on en parle, mais on n'avance pas, c'est assez problématique. Notre consultant Saïd Njimi, qui est un ancien arbitre international, on le rappelle, estime que c'est délibéré de la part des clubs, et pas qu'en France d'ailleurs. Les clubs se sont habitués à une forme de pression stratégique sur les arbitres qui a toujours existé et qui existera toujours. Et que manifestement, ils considèrent que ça peut avoir un effet. Dans certains contextes, la pression fonctionne parfaitement bien. Bon, on pourrait citer l'exemple du Real de Madrid qui est passé maître en la matière en mettant la pression de manière parfois grotesque sur les arbitres en permanence. Alors pourtant, les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs s'engagent à respecter les arbitres. Mais il y a notamment des réunions en début de saison qui sont organisées par la direction technique de l'arbitrage avec les clubs pour expliquer les règles, etc. On entend aussi des discours de bonne volonté assez régulièrement. Le problème, c'est que ça ne tient pas très longtemps. Et le meilleur exemple pour ça, c'est Pablo Longoria. On est le 3 février, le président de l'OM déclare sur RMC que la figure de l'arbitre doit être respectée parce que c'est un métier très compliqué. Moins de 3 semaines plus tard, le fameux Auxerre-Marseille, victoire 3-0 de la GIA et pétage de plomb total de Longoria. Corruption, c'est de la vraie corruption. Tout était prévu et organisé depuis le carton jaune de Balerdi contre Angers. C'est un championnat de merde. Si la Super League vient nous voir, on y va tout de suite. Alors ce jour-là, ça a pris des proportions assez considérables. Pablo Longoria a d'ailleurs été suspendu 15 matchs. Mais pour Saïd Njimi, c'est une petite musique qui revient de plus en plus régulièrement. Et lorsque vous avez une phase de jeu qui est délicate, qui n'a pas été traitée comme l'ensemble des observateurs le considèrent légitime, là, on n'est plus dans une notion de dire que l'arbitre s'est trompé, mais plutôt que l'arbitre est un voleur ou un malhonnête. Ce discours de remise en cause de l'arbitre, ça fonctionne très bien. Chez les supporters notamment, il y a une forme de paranoïa et même de complotisme qui trouve de l'écho chez les supporters. Un côté seul contre tous qui fédère mais qui fait énormément de dégâts. Pour vous montrer à quel point ça marche, je vous ai retrouvé ce post d'un internaute en 2019 que j'avais trouvé à mourir de rire à l'époque. Il nous écrit « Info exclusive après une enquête minutieuse. Je suis en mesure de vous révéler la liste des clubs de Ligue 1 qui dérangent avec à chaque fois un recoupement de plusieurs sources concordantes. Les masques vont tomber et ensuite vous allez voir, ça va défiler. Et des captures d'écran avec des supporters de tous les clubs de Ligue 1 sans exception. Amiens dérange, Angers dérange, Bordeaux dérange, Brest dérange et ainsi de suite. Grand monde. Voilà, tout le monde dérange évidemment. Vous avez compris l'idée, c'est toujours lié à l'arbitrage. Alors c'est drôle, mais c'est surtout assez consternant. Et en fait, on constate que les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs et les supporters se cachent derrière l'arbitrage
pour éviter de se remettre en question. Avec Arthur Girand, on a recensé les matchs qui ont créé des polémiques arbitrales depuis le début du championnat. Et là, aux grandes surprises, on s'aperçoit que les entraîneurs qui s'en prennent aux hommes en noir à la fin du match n'ont jamais gagné la rencontre en question. C'est bizarre. On a 7 exemples en 6 journées. Le bilan, il est de 2 nuls et 5 défaites. On a Eric Roy 2 fois, Liam Rosenior 2 fois, Bruno Genesio s'était déjà plaint la semaine dernière, Luis Castro s'est aussi manifesté ce week-end. Et la fréquence des jérémiades est en train de s'accélérer par rapport au tout début de saison. Et là aussi, c'est logique. C'est la tension permanente des dirigeants, avec des entraîneurs qui savent très bien qu'au bout de 3-4 défaites, ils peuvent être licenciés ou limogés. Donc cette pression, chaque année, elle monte. Et chaque année, il faut essayer de trouver la solution. Et tout ça alors que les instances agissent pour s'ouvrir, pour discuter, pour analyser. Elles essayent en tout cas. L'idée, c'est pas de dire forcément, on essaye de préciser, l'idée, c'est pas de dire qu'il y a d'un côté les méchants entraîneurs et présidents et de l'autre côté les gentilles instances et les arbitres. Mais force est de constater que la remise en question, en tout cas, eh bien, elle est un peu plus présente du côté des instances parce qu'il y a eu plusieurs mesures et une volonté d'ouverture. Déjà, il y a certaines séquences maintenant dans le vestiaire des arbitres sur Ligue 1+. Il y a aussi parfois les prises de parole des arbitres après les matchs. C'est pas systématique, mais ça arrive. C'était pas le cas avant. Il y a aussi Anthony Gauthier, le directeur de l'arbitrage de la 3F, qui a annoncé qu'il était favorable à la sonorisation des arbitres et que ces hommes d'ailleurs étaient déjà formés et prêts à l'utiliser. Ils attendent le go de la LFP. Et dernière chose et pas des moindres, depuis la saison dernière, il y a les fameux débriefs de chaque journée qui sont disponibles sur le site de la 3F, l'instance qui revient sur certaines décisions prises par le VAR et qui n'hésite pas d'ailleurs à reconnaître si elle est en tort. Un dispositif qui a été assez salué par pas mal d'entraîneurs de notre championnat. Mais voilà, malgré tout ça, la Ligue 1 continue de pleurer presque tous les week-ends. Ça ne sert à rien, ça crée des polémiques stériles et ça donne une image déplorable sur bien des aspects. On peut aussi faire preuve de respect, de mesure et de contrôle de ses émotions. Le football français dans son ensemble, qui n'a déjà pas besoin de ça, en sortira grandi. Merci Romain pour ce pourquoi. Président. Il fallait qu'on fasse un sujet sur ça. Oui. Je sais que vous êtes chaud patate, mais justement, je vous connais, je ne vous fais pas démarrer. Vous irez en deuxième ou en troisième, vous allez comprendre. Je vous maîtrise, je connais les talents. Non, mais je vais aller voir Anthony, parce que tout le monde s'exprimera, on a largement le temps de s'exprimer, je vais vous le dire. Il a raison, Romain. Ce n'est pas les gentils arbitres contre les méchants présidents, les mauvais coachs, les méchants coachs. Mais il y a un moment, 4e, pourquoi de suite 2 fois par an, on revient là-dessus. On s'amuse à critiquer le Real Madrid, mais finalement, il y a des scènes où on voit ça. Moi, quand je vois le président Létang, j'ai rien contre le président Létang, je ne le connais même pas. Mais quand ça commence par une phrase, et derrière, il y a un « mais », tout de suite, systématique, c'est plus vivable, en fait. Quand bien même il y a une injustice, ça arrive à tout le monde par moment de rater quelque chose. Non, moi, je pense que c'est tout simplement l'échec du VAR. Parce que le VAR a mis dans la tête des gens que la vérité absolue était atteignable et que désormais l'erreur ne faisait plus partie du foot. Sauf que, grande surprise, l'erreur fait toujours partie du foot parce qu'il y a des situations qui prêtent à l'interprétation où vous et moi on ne peut pas être d'accord en étant de bonne foi et il y a une espèce de zone grise qui fait que vous pouvez disséquer l'image tant que vous voulez, vous pouvez même, à force de la disséquer, trouver aussi d'autres vérités, ce qui fait que cette vérité n'existe pas, donc ça frustre d'autant plus tout le monde. Et moi je pense que l'utilisation du VAR n'a... Vous trouvez que c'est pire depuis le VAR? Oui, la preuve, c'est que dans les pourquoi de la saison dernière, on parle de pourquoi l'arbitrage n'a jamais été autant visé en Europe. C'est pas un problème de niveau des arbitres français, parce que les Anglais, ils disent que les arbitres n'ont jamais été aussi nuls. Les Espagnols disent que leur arbitre n'a jamais été aussi nul. Les Français disent que leurs arbitres n'ont jamais été aussi nuls. Moi, je pense qu'arbitre, ça n'a jamais été aussi compliqué. Parce que, justement, vous n'avez plus l'excuse de réagir à chaud et d'interpréter à chaud sur une vérité que vous seul vous voyez, parce que vous êtes sur le terrain et quand vous êtes arbitre, vous avez une position privilégiée, vous êtes à 1 mètre de l'action, là où vous et moi, on ne la voit pas. Sauf que maintenant, tout le monde est fondé à avoir un avis sur la question parce qu'on juge tous sur l'image télé. Et ça a décrédibilisé l'arbitre. Ça a délégitimé sa position favorisée. Et à l'arrivée, on en revient à une désacralisation de sa parole et à ce qu'a expliqué Romain brillamment, à savoir, maintenant, c'est l'excuse favorite pour un club. Alors, ça n'a pas été inventé avec le VAR, ça je vous l'accorde. Mais c'est d'autant plus poussé qu'un sentiment de persécution et de manipulation parce qu'on avait fondé ces espoirs-là dans le VAR, espoirs infondés. Sur ce que tu dis sur le VAR, tu as globalement raison. Moi, ce que je déplore, c'est qu'on sait très bien les débats qu'il y a eu autour du VAR, c'est qu'on n'a pas adapté, d'une certaine manière, une partie des règles qui étaient adaptables à l'utilisation du VAR.
Il y a des règles qui ont été modifiées à cause du VAR. Les mains, par exemple, qui les mains, c'est un exemple qui est ultra intéressant. Ça a changé 247 fois d'interprétation. Depuis le VAR, notamment. Non, mais sauf sans que le texte soit modifié. L'histoire du hors-jeu, on aurait très bien pu se dire, maintenant qu'il y a le VAR, il y a une zone grise, on favorise l'offensif, parce qu'il y a plein de fois où les hors-jeux dénoncés au VAR, on se dit mais c'est anti-football, etc. Moi, je trouve qu'il n'y a pas eu un travail assez profond par rapport à l'évolution du règlement sur le VAR. Ok, mais sur le quotidien de notre championnat. Mais sur le quotidien, je ne suis absolument pas étonné, puisqu'on est dans une ère où tous les clubs, et là je dis bien tous les clubs, ne pensent qu'à eux, en ont strictement rien à faire du mal qu'ils causent, de foutre littéralement des cibles dans le dos des gens. Parce que là, nous, on fait des pourquoi, etc. Mais pour parler quelquefois avec des arbitres, je ne vais même pas vous faire le côté grand seigneur, le foot amateur, etc. Vous parlez des arbitres. Il y a pourtant ce ruissellement à avoir. Mais c'est dramatique. C'est dramatique. Mais crevé, je vais être tout à fait honnête, ça serait de la pure démagogie de vous parler de ça. Mais c'est une réalité, quand même. Non, mais oui, mais c'est pas un monde que je côtoie, le foot amateur. Donc je laisserai les gens qui vivent cet enfer au quotidien en parler. Je vous parle juste du foot pro que je côtoie. Ces gens-là, mais quand il y a des erreurs, mais je parle de Madame Frapper qui a fait une erreur mais abominable. Mais là, depuis 3 semaines, la campagne de cyberharcèlement sur Madame Stéphanie Frappard, mais c'est dramatique. Et l'an passé, quand Pablo Longoria fait cette sortie en disant que c'est tout corrupt, que le championnat c'est de la merde, sinon on a osé dire que le président de l'Olympique de Marseille avait fait n'importe quoi, et ben on était anti-marseillais, et notre mère elle avait qu'à mourir, et notre sœur, là je vous parle de ce que j'ai reçu, elle avait qu'à être violée avec du gravier, etc., etc. Donc il y a un moment, les gens qui sont responsables, à savoir les présidents, là, je parle même pas des coachs parce qu'il y a les présidents de clubs, arrêtez de foutre des cibles dans le dos des gens, assumez que parfois il y ait un peu d'erreur, on parle tranquillement après. Peut-être que le problème c'est qu'il n'y a pas de dialogue, mais moi je n'en peux plus du côté irresponsable. Surtout, je ne sais pas ce qu'ils demandent en fait. Parce qu'à chaque fois, on demande. Le problème, c'est on fait quoi que en fait, leur équipe Parce qu'à chaque gagne, fois, c'est il n'y a rien qui va, tout ça, mais qu'est-ce qui peut se passer pour éviter ces erreurs? Il y a quelque chose de très vrai dans ce que tu montres, notamment Romain, c'est effectivement, on n'entend pas les acteurs du foot lorsqu'ils gagnent. Et lorsqu'il y a une erreur d'arbitrage. L'année dernière, Marseille se plaignait même quand il gagnait. Ouais, non, mais c'était assez cohérent. Ça, c'est assez risible et ridicule. Deux trucs. Complètement d'accord. Arrêtons de mettre des cibles sur le dos des arbitres. Ça fait partie du jeu. L'interprétation sera toujours là. Ce sont des êtres humains qui sont dans le VAR et pas des robots. Soyez en colère dans votre salon. Pas des robots, c'est pas de l'intelligence artificielle qui est en train d'arbitrer, de juger un match. Donc on aura toujours et encore heureux, on aura toujours des êtres humains qui seront là pour être les acteurs également du jeu. Ils font partie du jeu. Donc il faut accepter, comme les joueurs, quand Amine Gouiri tire à côté sur une occasion de but à Strasbourg, ou quand Joao Neves peut tirer à ça du poteau, il fait une erreur à ce moment-là. L'arbitre peut aussi faire une erreur dans un match, et c'est pas pour autant que Longoria ou Nasser El Khelaifi vont aller tenser leurs joueurs respectifs à l'issue d'un match. Donc moi je trouve qu'il faut accepter l'erreur. Une solution, il n'y en a qu'une seule, la sonorisation. Si demain, écoute bien, si tu mets un micro demain sur les arbitres, je suis d'accord aussi. les acteurs seront au courant qu'il y a le micro. Les arbitres seront au courant qu'il y a le micro. Parce que les arbitres aussi, parfois, dans l'attitude, j'ai été sur les bords des terrains, l'attitude parfois de certains arbitres, déplorable avec certains joueurs. Non, mais certains joueurs, c'est catastrophique la manière dont ils leur parlent. Enfin, notamment avec les plus jeunes joueurs d'ailleurs. Un peu moins avec les joueurs plus expérimentés. Exactement. Si demain on met un micro aux arbitres, sur les arbitres, ils ne parleront plus de la même manière parce qu'ils sauront qu'en plein direct, comme dans le rugby. T'es pas sûr dans l'énervement de l'instant. Bien sûr que si. Ils font attention à l'image, les réseaux sociaux, tout. Ils font attention à leur image, les arbitres. Vous le voyez. Et ça va empêcher les gens de pleurer, ça? Écoute bien. Si tu mets le micro sur les arbitres, les joueurs seront au courant également. Tu ne te dresses pas de la même manière à l'arbitre si tu sais que derrière il y a un micro qui va capter et enregistrer. Parce que c'est le cas hier. L'après-match. Moi, je parle pendant le match. Pendant le match, les acteurs ne parleront pas mal aux arbitres, et ça va faire redescendre un peu tout le monde. Parce que tout sera filmé, tout sera enregistré. Je voudrais qu'on vous entende aussi, Johan, parce que je vois bien qu'il y a d'autres débats qui s'ouvrent, mais je voudrais vous entendre. Alors déjà, évidemment, bravo pour ta chronique, Romain, parce que c'est de salut public. Franchement, les déclarations d'Olivier Létang, qui est un immense spécialiste, sont lamentables, déplorables. Je lui conseille d'aller acheter un dictionnaire pour apprendre le sens des mots classe, élégance, responsabilité. C'est horrible. Et, alors c'est clair, est-ce que le foot français de club est dans le ravin? Parce que dans le ravin, à cause des arbitres? Non. Est-ce que les déficits chroniques des clubs en France où il n'y a plus un sou, c'est à cause des arbitres? Non. Est-ce que ce sont des arbitres qui ont fait n'importe quoi pour les droits télé depuis des années? Non. Est-ce que c'est la faute des arbitres si les clubs français sont nuls en Ligue Europa? On a fait un débat il y a quelques jours depuis des années? Non. C'est honteux. Et moi, je vais parler du foot justement amateur, parce que on vient tous de là.
J'ai fait, il y a de nombreuses années, pour France Football, j'étais allé faire le 4 coins de la France pour aller rencontrer des arbitres. Mais vraiment dans leur chair, toucher dans leur chair. Ce qui se passe au foot amateur, il y a une pénurie des arbitres. Il y a une pénurie des arbitres. D'ailleurs, il y a une pénurie des clubs, il y a une pénurie des bénévoles. Il y a par exemple, en Bretagne, il y a de plus en plus d'ententes. Des villes des communes qui doivent se regrouper. Il y a une pénurie des arbitres aujourd'hui. Parce que ça vient d'en haut, d'un mec comme Létang. Mais c'est honteux. Et nous, on est encore et d'ailleurs, juste après, je reprends. Les professionnels, aujourd'hui, montrent une image déplorable. On vient de le dire, que ce soit les joueurs ou même les présidents ou le directeur sportif. Ouais. Et dans les divisions inférieures, eh bien, les arbitres sont les cibles aujourd'hui. Et ça, on ne le voit pas. Et ils sont poursuivis dans leur voiture. Complètement. Mais c'est catastrophique. Pas sécurisés comme en pro. Exactement, parce qu'en rigueur, en Ligue 1, Ligue 2, ils n'ont que faire de ces déclarations-là. Ils rentrent chez eux, il n'y a pas de problème. Mais dans les divisions inférieures, il n'y a plus rien. Mais le bas entre les parents d'élèves, on parle des parents d'élèves, les parents de joueurs, déjà. Allez, franchement, allez un dimanche, c'est un truc de fou. Ensuite, c'est un truc de fou, les arbitres sont seuls. On peut dire ce qu'on veut, l'arbitre hier, il est seul. En plus, pour moi, il fait un bon arbitre. Est-ce que Lille a perdu hier à cause de l'arbitre? Est-ce que Lille a été nul contre Brandbergen jeudi à cause de l'arbitre? Est-ce que Lille a perdu à cause de l'arbitre contre Lens de manière non? Et surtout, c'est qu'ils devraient les protéger. Moi, je ne comprends pas que les arbitres ne se mettent pas en grève, tout simplement. Parce que moi, je me mets à la place si j'étais arbitre aujourd'hui. Mais comment tu fais au moindre corner, tout le monde lève la main? Non, il n'y a pas corner. Maintenant, ils viennent moins. Il n'y a plus 11 joueurs qui viennent. Déjà, il y a cette règle seulement du capitaine qui vient. Moi, je trouve que elle est moyennement respectée, cette règle. Ça a soulagé un peu, quand même. Mais il faut qu'il se passe... Non, mais il faut qu'il se passe parce que même... Et en plus, on parle de Genesio, un mec plutôt sain, c'est pas un fou. Mais t'as vu les mots, la condescendance de t'es zéro, t'es nul, t'es bref. Mais c'est une condescendance. Mais en fait, tu te rends compte sur un carton jaune, c'est-à-dire que l'étang, là, un spécialiste, il dégoupille sur. Pourquoi il dégoupille? Parce qu'il y a Genesio, et on peut être d'accord sur le carton jaune ou pas, mais vous imaginez, entre le sens, entre ce qui se passe au début et ce qu'on arrive après, pas d'accord avec le carton jaune. Ce métier rend fou. Mais l'étang, parce que c'est la pression, c'est le job. Parce que si vous perdez un match, vous n'êtes plus dans le top 4 et que vous risquez de perdre de l'argent, il y a toutes ces choses. Il faut que j'avance, Yo-Yo. Et bravo Romain, parce que franchement, il faut en parler. C'est très bien que nous, on défend les arbitres, on défend pas surtout ces dirigeants-là, et parce que le foot français est en crise absolue, on est l'année zéro. Et c'est bizarre, tous les arbitres français sont très bons en Coupe d'Europe. C'est bizarre.